Avec Dynamisme Info, hein, Patrice Talon a attendu sur la traduction en acte de son engagement, parlant bien sûr du budget exercice 2022 et parlant du social. Voilà, Et, Dynamisme Info. oui, bien évidemment, le quotidien Dynamisme Info fait bien de nous rappeler cette déclaration du 23 mai 2021 à Porte-Nouveau du chef de l'État qui disait que ce mandat sera un mandat hautement Hautement social. social. Et donc, actuellement, il est question de se pencher sur le budget exercice 2022. Je crois qu'on attend de voir quel budget défendra le ministère des Affaires sociales et de la microfinance au Parlement et quelles sont les différentes actions qui sont contenues dans le budget exercice 2022 pour comprendre si ce hautement social décrété ou bien annoncé le 23 mai dernier à Porte-Nouveau sera concrétisé. De toute façon, c'est tout souhait pour tous les citoyens que ce hautement social soit concrétisé dans les actes et qu'on puisse voir que dans ce budget, si on nous annonce, je crois que le ministre des Finances a annoncé une progression de 7%, normalement, ou 4%, je ne sais, si je me rappelle bien des chiffres. Je crois bien 7%. 7%, et donc si dans cette progression, les 7% pourraient aussi être une avancée, notamment pour corser le hautement social, pour que ce citoyen... C'est vrai que quand on parle de hautement social, il ne faut pas que les gens continuent de penser que Patrice Talon demandera aux gens d'aller faire des rangs au palais pour prendre 10 000 ou 5 000 francs ou distribuer de l'argent. Mais le hautement social, c'est peut-être subventionner un certain nombre d'activités dans le pays, notamment, et j'insiste là-dessus, je ne cesserai jamais de le dire, l'agriculture que nous avons au Bénin. Subventionner dans une certaine mesure la santé, permettre à ce que les gens aient des soins de santé de qualité. Et on reviendra justement par rapport à ça tout à l'heure. Donc, pour dire... financer un certain nombre de personnes, mettre à disposition des jeunes qui ont fait l'agriculture des terres et des financements disponibles pour leur permettre de faire ce qu'ils ont envie de faire. Parce qu'aujourd'hui, on demande aux gens d'aller à l'entrepreneuriat, mais les conditions ne sont pas réunies pour aller à l'entrepreneuriat. Quand vous avez l'argent et que vous investissez et que vous n'avez pas un accompagnement, et que vous êtes face aux aléas de l'entrepreneuriat, vous êtes face aux aléas climatiques et un certain nombre de conditions qui ne vous arrangent pas, c'est que vous perdez tout et vous redevenez plus pauvre qu'avant. Et donc, le hautement social doit se concrétiser par ces actions, permettre à ce que ceux qui produisent aient un accompagnement de l'État, que nous puissions promouvoir la production locale. Et j'insiste là-dessus, promouvoir la production locale, c'est faire en sorte que les artisans qui font des tenues aient davantage de marché. Ça passe par les dirigeants. Essayer de changer un tant soit peu notre habitude vestimentaire, permettre aux artisans d'avoir de l'argent. L'argent continuera dans notre pays, permettre à ce que ceux qui produisent les produits alimentaires puissent avoir à vendre ces produits, couler ces produits au plan local et limiter un tant soit peu les importations. Parce que chaque fois que nous importons, nous donnons de l'emploi à d'autres pays. Et ça pose toujours un problème pour nous. C'est vrai que quand on importe, il y a des taxes qui sont payées au niveau de la douane, mais au-delà de tout, nous avons tout pour être un producteur d'un certain nombre de produits qu'on peut même exporter à la limite. D'ailleurs qu'on exporte, donc il va falloir agir sur ces leviers pour que le hautement social soit concrétisé à travers ce que nous pourrons faire. Alors on va passer maintenant, puisqu'on parle de hautement social, on parle aussi, vous avez parlé de la santé, l'éducation et tout. On va faire un tour rapidement pour voir la une du quotidien Matin Libre, la polémique du scanner en panne au CNHU. Le ministre Compati entre deux feux, selon Matin Libre, la polémique du scanner en panne au CNHU non encore solutionnée. Le ministre ouvre un autre front anti-pass vaccinal avec les syndicats. Oui, justement, pour ce qui concerne le pass vaccinal, on sait le débat qui est autour. On a entendu tous la déclaration du syndicat du secteur de la santé hier. On ne va pas revenir sur ça. Ça reste entre le ministre et le syndicat. Je crois que le syndicat est dans son rôle de défendre les travailleurs et le ministre est aussi dans son rôle de protéger également. Donc chacun à son niveau joue son rôle. Maintenant, on verra qui pourra triompher des deux côtés. Maintenant, concernant le CNHU, c'est ça qui m'intéresse pour dire c'est un problème et ça fait honte quand on entend des trucs comme ça. J'ai lu l'histoire d'une dame qui a rédigé un message qui est passé, qui est allée au CNHU, qui devait faire un scanner, le scanner est gâté, aller à Lagune Maternité, Lagune à Lomel, là-bas, malheureusement, c'est également gâté.
On lui dit maintenant d'aller au camp Guézo. Elle est allée là-bas, également gâtée par des scanners. Et donc, elle a dû se rabattre sur une clinique privée qu'on lui a recommandée. Et là-bas, au lieu de 80 000 ou 90 000 qu'elle avait préparé, on lui dit c'est 180 000. Et ça pose un problème. Pendant que nous mettons beaucoup d'argent dans d'autres infrastructures, si les problèmes de santé ne sont pas priorisés, ça pose un problème. Vous imaginez quelqu'un qui doit faire un scanner et dans 3 grands hôpitaux qui sont censés appartenir à l'État, l'appareil qui devait l'aider à faire ce travail, à avoir ce diagnostic, l'appareil ne marche pas. Et pourtant, nous avons dans ces hôpitaux des administrateurs. Et pourtant, nous avons dans ces hôpitaux des gens qui sont censés assurer l'entretien de ces appareils. Et pourtant, nous avons des médecins qui s'occupent de ce travail dans ces hôpitaux. Alors, est-ce que toutes ces personnes que nous avons citées ont à un moment donné alerté l'autorité ministérielle pour dire voilà, les appareils ne marchent pas? Quand ils ont alerté, quelle a été la réponse de l'autorité ministérielle? Si aujourd'hui on nous dit que ça ne marche pas ces scanners et qu'il y a un silence radio, ça veut dire qu'il y a un laisser-aller à tous les niveaux. Il va falloir maintenant situer les responsabilités et sanctionner qui il faut sanctionner. Si le ministre n'est pas informé, je crois qu'il est dans son rôle maintenant de prendre une décision pour sanctionner tous les responsables de ces centres-là, pour leur dire oui, justement, je n'étais pas informé et ma responsabilité est dégagée. Mais si entre-temps, le ministre était informé et n'a pas réagi, je crois que ces médecins, pour leur honneur, pour ces administrateurs, les administrateurs de ces hôpitaux, pour leur honneur, ils sont censés nous dire oui, nous avons saisi le ministre par tel courrier en telle date, nous avons eu telle réponse, ou bien nous n'avons pas eu de réponse, nous avons au moins l'accusé de réception de notre courrier, mais nous n'avons pas eu de suite. Et donc, pour qu'on comprenne que finalement, qu'ils s'amusent avec la santé des Béninois. Alors. Le contribuable paye pour tout ce qui se passe. Les gens payent les impôts. Les gens payent des taxes pour tout ce qui se passe. Les gens payent les TVA quand ils vont acheter. L'argent là est censé être utilisé pour assurer l'entretien de ces... On n'a pas un plateau technique au niveau du système sanitaire assez renforcé, assez fourni. Quand les appareils tombent en panne, il faut rapidement réagir. Voilà, si on ne sanctionne pas, cela suppose que quoi? On a beau crier qu'on veut construire un hôpital de référence de la sous-région à Abomey-Calavi, c'est que les mêmes situations vont se produire. Le scanner est tombé en panne. Et que personne n'en parle dans 3 grands hôpitaux. Je pense qu'il faut maintenant situer les responsabilités et que si les têtes doivent tomber, que ces têtes tombent. Sinon, on a beau crier, on veut construire un hôpital de référence, on va le faire, mais on aura les mêmes personnes qui vont être de l'autre côté également et qui vont fermer les yeux sur un certain nombre de choses et vont peut-être assister sans rien faire à la mort des citoyens. Alors que les citoyens ne demandent que pas mieux, juste qu'on ait le minimum pour leur santé. Et pendant qu'on a certainement besoin de moyens, donc pour remettre en état le plateau technique, vous parlez tout à l'heure des scanners et autres, et bien 87 fonctionnaires, eux, donc décident de croquer des milliards. Oui, sur le dos de l'État, 87 fonctionnaires. Oui, il y a un journal qui a même détaillé ceux qui sont beaucoup plus cités dans l'affaire. Il y a les hauts gradés de l'armée, il y a les agents de la douane, il y a les gens des impôts. Et malheureusement, il se fait que c'est ceux qui gèrent beaucoup plus les transactions au niveau de nos frontières ou bien des activités économiques. Je crois qu'il va falloir sanctionner. Et comme 118 milliards, comme je le dis, ces sous-là, si on arrive à récupérer ces sous, moi, je propose au gouvernement, si vous voyez, par exemple, que c'est un tonné une caisse qui est allé prendre l'argent, là, qui est dedans aussi, qui a fait du blanchiment, qui a mis 100 millions quelque part, prenez les 100 millions, prenez tout au moins 50 millions pour aller réaliser une infrastructure dans son village. Pour montrer à ces populations-là que votre frère que vous criez, il est bon là. Vous voulez encourager quoi là? Non, mais justement, c'est-à-dire quoi? On prend l'argent pour aller investir dans sa région, pour montrer à ces populations qu'ils faisaient le riche, mais en réalité, l'argent qu'on aurait pu prendre pour vous construire des infrastructures socio-communautaires de base, c'est l'argent-là que lui seul détenait et il venait vous faire le puissant, le riche. Je crois que c'est une action qu'on peut mener pour décourager à l'avenir de tels actes. Parce qu'il y a des gens, quand ils viennent dans leur village, ils sont les plus riches, les grands cadres qui font la pluie et le beau temps, mais en réalité, l'argent qui aurait pu servir à donner de l'eau à des gens dans un village, lui seul, il prend cet argent. L'argent qui aurait pu construire un hôpital quelque part, lui seul, il prend cet argent. On parle de scanner, par exemple. L'argent, peut-être, on dira qu'il n'y a pas de ligne au niveau du ministère de la Santé pour réparer ce scanner, par exemple. Parce qu'à un moment donné, les fonds sont
les fonds sont destinés à autre chose. Et donc, il va falloir mobiliser d'autres ressources. Pendant que des citoyens prennent nos impôts dans leurs poches, ou bien vont construire un peu partout dans le monde. Et ils sont les riches, les enfants seront super héritiers riches plus tard, alors qu'en réalité, quelqu'un manque d'eau quelque part. Une femme, parce qu'il n'y a pas d'hôpital dans sa zone, est morte, en voulant accoucher. Donc, je crois que c'est de telles choses qu'il faut décourager. Maintenant, il est bien de dénoncer aujourd'hui. Et je crois que ce que fait le gouvernement Patrice Talon doit servir de leçon à tous ceux qui le servent aujourd'hui pour qu'ils comprennent que, tel que ça se fait, c'est qu'eux-mêmes ne sont pas à l'abri. C'est ça. Et donc, ils doivent faire beaucoup attention. Ceux qui servent Patrice Talon et qui pensent qu'aujourd'hui, ils ont la couverture de Patrice Talon, je crois que, tel que Patrice Talon a amorcé la dynamique maintenant, je crois que nul ne devra mettre fin à cette dynamique. Il va falloir poursuivre pour que tous ceux qui ont de l'argent... On parle des regardés de l'armée, par exemple. Vous voyez des militaires ou bien des policiers dans la rue, vous avez pitié pour leur vie. Parce que quand vous voyez la manière dont ils vivent, la manière dont ils se présentent, oui, pendant que des regradés de leur corps sont immensément riches, milliardaires, multimilliardaires depuis des années, et vous vous demandez, mais qu'ont-ils fait pour avoir autant d'argent pendant que les autres galèrent? Le militaire qui va se mettre debout devant une banque toute une journée n'est pas pour autant bien payé, mais le regardé qui est dans un bureau climatisé, qui a de l'argent, multimilliardaire. Regardez sa mission. Non, attention. Et justement, quand vous allez lire les informations, vous comprenez qu'il y en a pas. Où ont-ils trouvé l'argent pour autant? Ils ont quel salaire par mois? Je ne suis pas contre la richesse de quelqu'un. Je crois que pour avoir la richesse, pour être souvent, riche, quand vous voyez certains immeubles bien construits, vous demandez, on vous dit que c'est tel qui a tel, c'est tel qui a tel. Et je dis ce que je dis. Mais je ne suis pas contre leur richesse. Mais enrichissez-vous de façon légale. Si vous voulez vous enrichir, ne détournez pas l'argent de l'État, allez faire des affaires et démissionner. C'est clair qu'on ne parle pas des regradés, des fonctionnaires, des fonctionnaires de l'État. Dans un dossier bien précis. Oui. Pour dire quoi? Pour dire, les gens n'ont qu'à faire attention, parce que tôt ou tard, ça rattrape. C'est soit vous détournez, vous volez, et un jour on vous attrape, on vous dépouille, ou un jour vous le faites et vos enfants finiront pas payer parce que vous n'êtes pas enrichi de façon légale, de façon propre et claire. Donc moi je dis ce matin, et j'insiste là-dessus, le gouvernement n'a qu'à récupérer ces sous, nous donner la liste de ceux-là qui ont fait ces blanchiments-là. Maintenant, prendre une partie de ces fonds, aller investir dans les localités de provenance de ces citoyens pour montrer à ces citoyens, à ces populations qui sont dans ces localités de ces citoyens, que oui, l'argent qui aurait pu vous servir à construire l'hôpital que vous vouliez depuis 10 ans là, l'argent là, c'est lui seul qui avait qui détenait ça. L'argent qui devait vous servir à avoir de l'eau, de pompe ou bien des fourrages dans votre localité. Voilà la personne qui avait pris en otage tous vos intérêts. Et là, je crois que ça va corriger un peu les choses. Alors, on va finir maintenant avec la cloche. La cloche qui donc a parlé donc, de cette universitaire distinguée. Voilà, donc on parle de la deuxième au 20e congrès, concours d'agrégation du CAMES. Alors, Diaouda Alidou accède au grade de maître de conférence agrégé. Oui, je crois que c'est une bonne nouvelle. Il va falloir aujourd'hui féliciter d'abord cette université et en même temps, c'est un message pour les femmes, nos jeunes sœurs qui pensent que ce qu'on a en griffe entre les jambes suffit seulement pour se faire une image ou bien une personnalité. Mais il faut... Pourquoi vous pensez automatiquement ça? Non, justement, parce que quand vous voyez regardez un peu ce qui se passe avec les affaires de busy un peu partout, avec les affaires de tontine entre griffes un peu partout, quand on voit des femmes qui font l'effort d'émerger de cette manière, il faut les encourager. Il faut maintenant... C'est une fierté pour le Bénin. Deuxième, et vous vous rappelez, à l'époque, on parlait de Dandy Yamou, qui a réussi à aller au sommet également. Donc, c'est des exemples de femmes qu'il faut encourager et maintenant les appeler à être des éléments de motivation pour nos jeunes sœurs, nos épouses, nos sœurs, nos épouses, nos filles, bien évidemment, pour dire ce que l'homme a fait. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de concurrence. Ce que l'homme fait, la femme est capable de le faire. La femme, on a toujours vu des hommes agrégés dans notre pays. La femme l'a démontré. La femme l'a démontré. Donc, c'est vrai que parfois, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile, quand oui. Vous êtes face à des prédateurs sexuels, vous voyez les dossiers qui sont en cours actuellement. Oui, c'est un peu difficile à cause des...
c'est un peu difficile à cause des présenteurs sociologiques et puis de nos mauvaises pratiques à un moment donné où les hommes pensent qu'il faut continuer à chosifier la femme. Les vices de certains enseignants. Les vices de certains enseignants, et justement, il faut justement le dénoncer. Il y a les vices de ces enseignants, mais avant les vices de ces enseignants, c'est que je parlais de présenteurs sociologiques pour dire, il y a dans certaines régions jusqu'aujourd'hui, on pense que la femme n'est pas faite pour l'école, la femme est toujours faite pour la maison. Et malheureusement, dans l'une de nos langues, on parle de yon aussi. Et donc, il va falloir enlever ça de la tête progressivement pour dire les femmes, on peut permettre à ce que, on peut faire mieux pour l'émancipation de la femme. Et donc, quand des femmes commencent à arriver à aller au sommet, il faut que d'autres femmes, nos sœurs, nos filles puissent s'inspirer de ces modèles-là pour comprendre que si elle a pu être professeur agrégé, moi je peux l'être également. Et donc, je ne dois pas tabler sur ma beauté en griffe qui est éphémère parce que au fil du temps, avec l'apparition des rides, la beauté que vous avez eue à 18 ans, à 20 ans n'est pas la même que vous avez à 35 ans, à 40 ans. Et quand vous atteignez même 35 ans en tant que femme à un moment donné, et que vous ne comprenez pas que vous devez vous prendre en charge, vous pouvez créer des problèmes parce que plus tard, tout le monde vous abandonne, et vous vous retrouvez seul, et c'est là que vous devenez peut-être le temps innovant griffe de la famille, et c'est vous que tout le monde vient voir assise tout le temps à la maison, alors qu'en réalité, vous aurez pu être quelque part en train d'être un modèle pour votre société. Et puis parlons de femmes modèles. Aujourd'hui, on va faire un clin d'œil donc à la présidente de l'INF, l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, qui souffle une bougie de plus aujourd'hui, Laurent Tonikès. Oui, bien évidemment. Claudine Afiavi-Prudencio qui souffle une bougie de plus, c'est elle qui avait été déjà distinguée, je crois, samedi dernier, femme légende béninoise de l'année. C'est un parcours à saluer. C'est vrai que pendant que beaucoup d'hommes capitulaient, elle avait eu le courage de dire non, je fonce d'abord, et elle a foncé. Et puis, on a vu sa témérité en politique depuis des années. Ministre de la République, députée par 2 fois, et puis maintenant présidente du parti politique, et finalement elle est allée du côté du BR, d'accord, mais elle est présidente de l'INF, et maintenant elle a amorcé une dynamique au niveau de l'INF pour l'émancipation de la femme. Il faut la saluer et lui souhaiter joyeux anniversaire. Lui dit tout le meilleur que nous lui souhaitons, c'est qu'elle réussisse sa mission à la tête de l'INF. Et nous souhaitons également que Dieu lui accorde pleine santé et longue vie, afin qu'elle puisse jouir de tout ce qu'elle a semé pour ses enfants, pour ses proches. Parce que quand vous semez à un moment donné, il faut qu'au soir de votre vie, vous soyez en mesure de récolter fièrement tout ce que vous avez semé. Donc, tout le bien qu'elle a pu faire dans sa vie, que Dieu lui donne longue vie, pour qu'au soir de sa vie, tranquille dans son coin, dans sa maison, que tout le monde lui rende honneur, hommage pour tout ce qu'elle a été. On va souhaiter donc joyeux anniversaire à l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio. Merci à vous, Laurent. C'est moi.